On a un ami qui est venu nous rejoindre au saxophone. Eh bien, nous voilà donc pour ce 1, 2, 3, 4e jour de confinement. Surtout que nous faisons une émission en direct lundi. Alors lundi, on se souvient, journée chaotique. On met une croix dessus, on ne l'oublie pas, on la garde en mémoire. Mardi, 3084. Rémi Chaudagne était la province. Je dis bonjour à toutes et à tous. Quand on est poli, on dit bonjour. Mercredi, 161 connexions. Aussi hier, nous avons 4383 connexions. Si toutefois vous voulez revoir les différents directs et surtout les différentes interventions par les uns et par les autres, surtout celles d'hier, c'est simple, vous allez sur notre site, et vous cherchez, tout simplement, vous prenez l'ascenseur à droite, vous faites défiler, vous descendez. Et puis à un moment on va quand même vous présenter les musiciens qui composent ce quartet dédié. Alors c'est un quartet manouche dédié à la musique de Charlie Parker. Donc vous allez voir, d'habitude c'était plutôt Django Reinhardt qui a l'habitude de retranscrire les musiques qu'il entendait. Et bien là c'est l'inverse. Il y a eu Stéphane Pinault, il y a eu premier morceau donc et on va essayer comme ça la semaine prochaine de vous rediffuser justement tout ce que nous avons, tous les directs que nous avons passés la veille. Aujourd'hui, c'est simple, nous allons d'abord savourer ce concert de Alban Chapelle. C'est du jazz manouche avec du saxophone. Donc ça me rappelle un peu étrangement, juste dans le rapport à la musique, pas dans le registre musical, mais dans la conception de l'orchestre. Ça me rappelle un peu le blues texan. Oui, tout simplement l'un des plus emblématiques, c'était quand même Joe McChann. Alors le blues texan, qu'est-ce que c'est? C'est du blues, et on rajoute dessus, on y rajoute quoi? Eh bien des cuivres. Voilà, toute forme de cuivre, trompette, trombone, sax alto, ténor, etc. C'est ce qu'on appelle le blues texan. Bon, je ne vais pas vous sortir ma science parce que c'est pas du tout le but. Pour le moment, c'est de... Voilà, c'est peut-être mieux quand c'est comme ça. Peut-être que vous n'avez pas dû entendre tout ce que j'ai dit. On va laisser place à la musique et puis nous allons commencer par faire les premières interventions des gens qui vont nous parler tout simplement de leur confinement. Je tenais également à vous préciser que ce matin, nous avons été, notre association a été invitée sur Radio Notre-Dame. Nous allons récupérer le lien incessamment sous peu quand cette émission sera en podcast et puis nous pourrons peut-être à ce moment-là vous la diffuser également en léger différé. En attendant, écoutez, le mieux c'est que je me taise et que je laisse la parole aux musiciens. Ça va? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Parfait. Alors, première question, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Tu vois, ce confinement, je vais très bien. Ça va. Alors, comment tu le vis justement, toi, ce confinement? Ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Ah bon? Compliqué. Parce que même si on se repos, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude d'être enfermé comme ça aussi longtemps. Donc je suis jamais chez moi, donc avec le basket, le travail et les habitudes commencent à manquer. Et comment tu le vis? Est-ce que ça te je suppose que ça doit t'énerver de ne pas pouvoir faire tout ce que tu as l'habitude de faire. Et deux, est-ce que ça suscite chez toi, je sais pas, du stress, de la panique, de l'angoisse? Non, je suis pas énervé, je comprends la situation, donc j'adhère à ce qu'on nous dit de faire, donc mais voilà, il y a les habitudes qui manquent, les entraînements, les matchs, c'est-à-dire que les sorties entre copains, ça manque. Alors dans tout cela, dans tout ce que tu viens de dépeler, qu'est-ce qui te manque le plus? Le basket, bien entendu.
Le basket, bien entendu, ça. Tu sais, quand tu as l'habitude de passer plus de 10 heures de basket sur les terrains par semaine, donc voilà. Alors, même si on n'est plus autant que joueur. Alors, justement, parle-nous un peu de basket. Alors, qu'est-ce que tu fais tu ne joues plus, tu coaches, tu diriges un club, tu es vice-président, tu quoi? Que fais-tu exactement? Non, je dirige pas un club, je suis entraîneur de l'équipe de Marseille maintenant avec notre ami Yo-Yo. D'accord. Comment ça se passe alors? Donc, ouais. Ça se passe très bien, très très bien. Donc voilà, donc actuellement on est classé 3e au championnat. On espère pouvoir jouer les playoffs si d'ici là on reprend le championnat. Non, ben non, je ne sais pas, parce qu'hier, ça tu pourras le revoir, hier on a eu justement Stéphane Binot à 15h, qui est passé donc sur notre web télé, et qui nous disait que pour le moment, tout ça, elle était plutôt être mis en veille, et qu'ils allaient voir comment ils allaient pouvoir agencer pour la fin de saison. Mais c'est vrai que les playoffs qui auraient dû être au mois de mars, c'est ça, mars ou avril. Avril, enfin mi-avril, mais comme le confinement va durer jusqu'à la fin avril, donc je pense que ça va être terminé. Alors ça sera peut-être une saison blanche, comme il le disait, et j'espère que ne pas déformer ses propos. Il disait que finalement qu'ils allaient essayer de terminer la saison le mieux possible, mais que finalement pour les montées, les descentes, eh bien finalement qu'il n'y aurait pas forcément des arrangements, mais si le premier était le premier de sa poule, il pourrait monter automatiquement, et puis pour les autres peut-être, je sais pas, faire des matchs de barrage, etc. Enfin bon, après c'est à... Oui, alors en même temps, donc c'est pour ça, tu vois, j'ai un autre... Oui, lève, je t'appelle tout de suite après, j'essaie de te connecter, mais tu étais différent, donc je te rappelle. À tout de suite. Oui, donc vous étiez 3e et vous restez encore combien de matchs à jouer? Il nous reste encore 4 matchs à jouer. 4 matchs, oui. Donc peut-être que ça sera enfin, je ne sais pas du tout, hein, enfin je sais que c'est une période qui est assez difficile pour tout le monde, puis ça remet bien sûr. toutes les choses en place. Et par rapport aux joueurs, est-ce que le fait... comment ça se passe? Tu es toujours en contact avec les joueurs? Oui, constamment, ouais. Je suis constamment en contact avec mes joueurs, voilà. Donc je prends toujours des nouvelles pour savoir si tout va bien. Pour l'instant, c'est le cas. Et puis, chacun essaye de son côté, chez soi, de se maintenir un petit peu en forme en faisant des exercices, des élastiques, voilà. Sachant qu'on ne peut pas faire du terrain, voilà. Donc, ils essayent. C'est vrai que c'est complexe, hein, surtout quand on est... Alors, le seul sport, à la limite, qui pourrait être sympa, c'est quand on fait de la muscu, parce que finalement, on est chez soi, on peut lever les meubles, on peut lever le lit, la télé, le buffet, mais c'est vrai que... je ne sais pas s'ils lèvent la télé ou le lit, mais en tout cas, je sais qu'ils font du poids, et ils ont des haltères chez eux, donc... pas mal en font, surtout nos étrangers à Marseille. Alors, on va plus s'accentuer un peu maintenant sur le basket. Quand tu as repris l'équipe justement de Marseille en tant que coaching, quels sont les aspects sur lesquels tu as travaillé, que tu as modifié quand tu es arrivé? Tu as certainement une conception du jeu, une conception du basket. Qu'est-ce que tu as changé au sein de cette équipe? À Marseille, il fallait tout changer. Ça, c'est bien. Parce que à Marseille, ils sortaient d'une année, 2 ans même très difficile, puisqu'ils évoluaient en National A et l'équipe avait tout perdu. Donc, il fallait tout refaire, c'est-à-dire remettre les gars en condition physique, leur apprendre à nouveau à gagner, puisque en National 1A, ils allaient en déplacement avec l'espoir de ne pas prendre 50 ou 60. Oui, donc un gros travail psychologique à faire. Ouais, un bon travail, surtout sur le plan physique, psychologique, de tout. Réapprendre à gagner les matchs. Et donc après, une fois que tu as pris connaissance de ça, est-ce
quelles sont, je dirais, les premières phases que tu as réussi à mettre en place avec cette équipe marseillaise? Parce que quand même, Yo-Yo, on sait qu'il a quand même fait partie de l'une des plus belles équipes du monde en France. Il y avait donc toute cette équipe Yo-Yo, Belon, même toi tu en faisais partie, donc cette équipe de France qui était la bête noire, mais de la galaxie. Même les Américains redoutaient l'équipe de France. À l'époque où toi-même et les autres, Yo-Yo, vous teniez le haut du pavé. Vous étiez vraiment une terreur. Donc, comment finalement tu as su gérer Yo-Yo, qui est une personne qui est comme toi, a consacré toute sa vie au basket, qui est quand même aussi une forte tête avec un fort caractère, surtout dans le monde du basket, je parle bien. Parce qu'en dehors du terrain, c'est un être qui est adorable et gentil et généreux, mais sur le terrain, c'est une teigne, et c'est pas facile à gérer. Comment toi, finalement, tu réussis à canaliser cette énergie, celle de Yo-Yo? Écoutez, moi, en venant à Marseille, j'ai imposé certaines règles, entre autres à Yo-Yo, avant de le faire aux joueurs. Donc, il a accepté. Donc, ça se passe bien. Donc, Yo-Yo sait que je suis l'entraîneur. C'est moi qui prends toutes les décisions concernant l'aspect sportif. Donc, à partir de là, on fonctionne de cette manière le plus fantastique possible. Donc, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des petits désaccords, mais il sait très bien que, voilà, sur ce côté sportif, c'est ma décision qui prime en premier. La saison va repartir, puisque là, on peut pratiquement dire que c'est la fin de la saison. Après, on ne sait pas ce que les uns et les autres vont advenir. Est-ce que tu es déjà, toi, sur la saison prochaine, est-ce que tu penses déjà recruter des joueurs? Est-ce que tu as déjà dans ton esprit un schéma tactique pour rehausser encore le niveau de ton équipe? Oui, tout à fait. Je profite de ce confinement et j'ai plus de temps pour pouvoir le faire. C'est de visionner des vidéos, d'essayer de prendre contact avec certains joueurs qui, j'estime, pourraient intégrer l'équipe de Marseille. Donc voilà, je profite de ce temps libre pour pouvoir le faire. Eh bien, écoute, Charles, merci. Si tout va bien dans ta famille, tes enfants? Ah oui, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Je touche du bois, comme on dit. Écoute, pour l'instant, tout va bien. Voilà, si tu peux... De ton côté? Écoute, tout va bien, on est confinés comme tout le monde, et puis voilà, comme notre web télé, parce que nous on diffuse des concerts, etc. Et bien on a décidé d'ouvrir notre antenne pour permettre justement de prendre contact avec les uns et les autres, et puis pour permettre à toute personne de pouvoir s'exprimer en toute liberté, et surtout de nous raconter leur confinement. Moi, ce que j'aimerais bien, si avec ton soutien, c'est que tu puisses contacter Yo-Yo, justement, puis lui demander, lui dire que la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il passe sur notre plateforme pour qu'il puisse nous parler un peu, nous dire d'abord s'il va bien et comment comment il a vécu en tant que joueur. Alors justement, comment toi tu as vécu cette saison en tant que coach avec Marseille? Comment tu l'as vécu? Je l'ai vu bien. On est troisième. On a perdu quelques matchs à domicile. On n'aurait pas dû le faire, mais... Et dû à quoi, justement? Mais alors, dû à quoi? Pourquoi perdre à domicile? Parce que quand je t'écoute, j'ai le sentiment qu'il y a eu... qu'il ne manquait pas grand-chose pour gagner. Mais qu'est-ce qu'il a manqué, justement, pour gagner? Parce que souvent, à domicile, on est plus fort, parce qu'on maîtrise le terrain, c'est là où on s'entraîne. On a, au niveau de l'espace, parce que tous les gymnases n'ont pas le même espace. On voit, par exemple, le gymnase de Gennevilliers, il est beaucoup plus court que sur les autres terrains. Le terrain de Gennevilliers n'est pas aux normes. Donc, pour les Gennevillois, eux, ils ont l'habitude. Mais quand une équipe vient et qu'ils ont le sentiment qu'il leur manque 1,50 m de profondeur entre le panier et la ligne de fond, il y a un impact, il y a un impact sportif. Donc, quand on est à la maison, on est censé, je dis bien on est censé, quand même gagner des matchs et ne pas les perdre. Alors, comment tu expliques ces quelques défaites? Je pense à la pression, puisque nous, c'est l'inverse. Alors, on arrive toujours à faire des très très bonnes prestations à l'extérieur,
Et à la maison, on est plutôt vraiment souvent des fois dans le dur. Voilà, on est vraiment en difficulté souvent. Donc je ne sais pas exactement. Je pense aussi que il y a certains matchs qu'on aurait dû peut-être mentalement les joueurs aborder d'une autre façon. Alors je ne sais pas si nous les coachs, puisque avec mon adjoint, je ne sais pas si sur ce plan psychologique on les a bien préparés pour ça. Je pense, mais peut-être que de leur côté-ci, il y a des matchs qu'on a cru que ça allait être facile. Et puis, on s'est les rendus difficiles. Voilà, donc c'est tout ça. Mais ça fait aussi partie du travail qu'on doit faire avec Marseille. Cette année, c'est c'est le travail psychologique, d'être l'envie de gagner rigoureux à l'entraînement et aussi en match à domicile. Alors il y a aussi, on peut aussi l'expliquer peut-être de cette façon, c'est que c'est vrai que quand on est en déplacement, le groupe finalement se voit le matin, on reste ensemble, on reste soudés. Tout à fait. Et alors que quand on joue à domicile, finalement on arrive une demi-heure ou une heure avant, il n'y a pas le transport. Alors on est peut-être plus détendu, et puis c'est vrai, comme tu le dis, on dit bon, on est à domicile, cette équipe on va la dévorer, et puis finalement on n'est pas dedans, on n'est pas concentré, on est à côté de la plaque, et finalement on se crée la difficulté, alors que finalement il ne devrait pas y en avoir. C'est une explication aussi. Après, il faut savoir aussi qu'à Marseille, je n'ai pas de meneur de jeu, donc on a des meneurs de jeu, on va dire. En formation, donc c'est pas évident. C'est le gros problème qui se pose, le défaut de l'équipe. Ouais. Voilà. Et donc là, je suppose que toi, tu es axé peut-être pour chercher un meneur. Tout à fait. Eh bien, écoute, Charles, merci de cette intervention. Merci de nous avoir un peu évoqué avec toi, d'abord ton confinement, et puis après, de nous avoir évoqué les périples de cette équipe marseillaise. Oui. Et puis tu les salues tous, les Marseillais. C'est vrai que vous avez la chance, vous êtes à côté de la mer, et quelle joie pour vous. En tout cas, oui, merci. On ne peut pas y aller. Et voilà. Oui, mais enfin, quand tu ouvres la fenêtre, tu peux sentir l'iode marin. Moi, quand j'ouvre ma fenêtre, je ne sens rien du tout. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, quand on a l'habitude d'y aller tous les jours, on est quand même un peu... C'est certain. Voilà. Et la prochaine fois, tu rempliras ta baignoire de l'eau de mer. Comme ça, tu pourras... Tout à fait. On essaiera de faire la prochaine discussion, je le ferai au bord de la plage. Exactement. Et voilà, c'est une excellente idée, ça. En tout cas, Charles, merci, passe un bon week-end, et puis prends soin de toi et de toute ta famille. Merci également de ton côté. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Monsieur. Alors, Lève, bonjour. Comment vas-tu? Bien, d'abord c'est à toi que tu peux demander ça. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, on fait aller. Hein. Alors, quoi de neuf? Ça te dérange pas si je fume? Ah bah tu es chez toi. Hein. Tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Je te le rappelle. Si tu étais dans notre studio, je t'aurais dit effectivement non, mais... pas sérieux, mais là tu peux. J'ai fait exprès de te poser la question. Bien sûr, non mais bien sûr. Alors, donc là, d'abord on va un peu parler, avant de parler de l'aspect musique. Dans un premier temps, on va peut-être parler un peu de toi. Comment tu vis toi actuellement le confinement? Bon, bah, c'est difficile. C'est difficile? C'est difficile dans la mesure où... Bon, il y a deux choses. Moi, j'ai un petit peu l'habitude d'être à la maison, parce que ces derniers temps, avec la maladie que j'ai, bon, bah, je suis confiné d'une manière ou d'une autre. Mais bon, avant, j'avais des copains qui passaient me voir. Alors que là, c'est le vide complet. Alors bon,
j'ai des coups de fil, on m'appelle souvent, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que cette histoire de virus là, depuis que ça a commencé, je me sens seul, quoi. Et ça te pèse, hein, ça me pèse. C'est vrai que tu es aussi quelqu'un de convivial et de généreux, et tu aimes bien le contact des autres. J'aime mes amis, oui, bien sûr. Ouais. Et donc ça suscite quoi chez toi, le fait de te retrouver à cause de ce maudit virus, de ne plus être en contact physique, je parle, pas téléphonique, mais physique avec les autres? Ça te fait quoi? Il y a la frustration, il y a quoi? Il y a de... Ah oui, bah, je me sens lésé quelque part, oui, bien sûr. T'as le sentiment d'être seul actuellement? Ouais. Bah ouais. Déjà quand mes amis passent me voir, déjà j'ai le sentiment d'être seul, parce que j'ai jamais vécu cette situation-là, si tu veux. Oui, c'est tout nouveau, quoi. Il y a depuis que je travaille plus, et depuis que ma mère est partie en Israël. Ouais, c'est un peu nouveau tout ça. Ouais. Et tu gardes justement le contact avec ta mère en Israël? Vous vous appelez régulièrement? Oui. On s'appelle régulièrement, il y a le vidéo, donc on se voit. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est quand je me mets à table pour manger. Tu es seul. Alors justement, comment... J'ai envie de discuter avec quelqu'un, quoi. Bien sûr. Comment ça se passe au niveau des courses? Quelqu'un te fait tes courses, tu y vas? Comment ça se passe alors? Alors, il y a deux choses. D'abord, on a mis en place un système d'assistance au niveau de la mairie. Hein? Et puis, mais bon, ça, c'est un peu long parce que c'est en train de se mettre en place. Mais enfin, il ne faudra pas que ça se mette en place quand le confinement va être arrêté, c'est surtout ça. Non, on essaie de faire en sorte que non, justement. Mais, alors, mais après le confinement, ça restera en place quand même. Ça restera en place, d'accord. Mais alors, voilà. Mais actuellement, maintenant, j'ai beaucoup d'amis, qui se mobilisent pour moi, qui m'apportent leur aide. Alors des fois, ça arrive un petit peu tard par rapport à mes urgences, si tu veux. Mais bon, on arrive toujours à se débrouiller. C'est quoi, par exemple, quand tu parles de tes urgences, c'est quoi? Bah, par exemple, la semaine dernière, je devais prendre un médicament depuis vendredi, si tu veux. Et j'ai pas pu le prendre avant mardi. Oui, effectivement, oui. Voilà, et au niveau de la pharmacie où tu habites, il n'y a pas une pharmacie à côté où la personne aurait pu te dépasser? C'est la pharmacie d'à côté de chez moi, si tu veux, mais bon, ils ne livrent pas, donc... Ah oui. Ouais. Même en cas de cas vraiment majeurs, ils ne font pas de livraison, quoi. Non. Oui, donc effectivement, c'est une expérience pour toi qui est enfin, comme nous tous, mais c'est vrai qu'après on le vit complètement différemment. Il y a des gens qui sont confinés, ils sont en couple, d'autres qui sont en famille. Oui, voilà. Donc finalement, ils ne sont pas seuls, puisqu'ils ont toujours quelqu'un avec qui parler ou avec qui manger, quoi. Alors maintenant, on va un peu aborder aussi la partie musicale. Donc ça fait on sait que tu as été le bassiste de Karim. Ça fait combien de temps que tu ne pratiques plus de ton instrument, de la basse? Écoute, l'instrument, je le pratique toujours, hein, je bosse tous les jours. Maintenant, le boulot, ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté. Et alors comment ça se passe alors financièrement? Très dur, très difficile. Très difficile. J'ai mon frère qui de temps en temps m'apporte un petit peu d'aide. J'ai des amis qui m'avancent des fois certaines choses dont j'ai besoin. Je parle en l'occurrence de cigarettes, des choses comme ça, tu vois, qui m'avancent, que je rembourse en fin de mois. Enfin, je veux dire, je suis obligé de jongler, c'est très dur. Mais tu n'as pas tu peux pas te déclarer ni au chômage ou parce que tu es quand même intermittent du spectacle. Donc non, je ne suis pas intermittent. Tu n'es pas intermittent du spectacle, non. Donc c'est vrai que peut-être que là, la situation est peut-être plus complexe. Et alors, donc tu pratiques chez toi régulièrement donc la basse, et donc je suppose que le fait de ne plus jouer au sein d'une formation, ça doit aussi te manquer cruellement, non? Ah ouais, bien sûr.
Bien sûr, et puis mes amis musiciens me manquent aussi. Alors justement, est-ce que on a le sentiment que cette période, elle est dure pour tout le monde, hein, mais Oui. on a le sentiment qu'elle est plus chargée pour certains que pour d'autres. Est-ce que toi, tu as le sentiment que cette période pour toi, c'est une période qui est plus chargée en réflexion que les autres années? Ben, oui, forcément, parce que ça tombe en même temps que cette épreuve qui est la maladie. Je suis en train de me soigner, je suis en train de me battre, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça ne va pas se rétablir comme ça du jour au lendemain, il va falloir encore du temps. Donc cette période de confinement, ça arrive vraiment très mal, quoi. Alors, est-ce que, par exemple, est-ce que tu reçois des soins chez toi, par exemple, parce qu'il y a un kiné qui vient, un médecin? Oui, d'accord. Oui. Alors, comment ça se passe justement dans cet échange pendant ce confinement? Donc, il y a certainement des protections, gants, masques, etc. Bien sûr. Comment finalement tu arrives à vivre cela avec soit ton kiné ou ton médecin qui vient te voir? Alors bon, ils sont très bien équipés, hein, au niveau hygiène, gants, masques, produits pour désinfecter, enfin, la totale. Bon, le médecin, on n'a aucun contact, hein, physique, je veux dire. Elle s'assoit à un bout de la table, moi je me mets à l'autre bout et on discute, on fait la consultation comme ça, tu vois. Et, maintenant le kiné, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les gants, c'est ouais. Donc pour toi, c'est vraiment c'est peut-être l'une des pires situations de ta carrière en tant que musicien, mais en tant qu'humain, oui. Tu n'avais jamais vécu cela, quoi. Jamais. Alors quand on est comme dans une situation aussi profonde que la tienne, à quoi finalement, qu'est-ce qui te fait garder le moral? Parce que là, finalement, tu pourrais complètement sombrer. Tu pourrais sombrer dans une forme de dépression. Tu pourrais, oui, c'est ça, être dépressif. Alors, qu'est-ce qui fait que... Écoute, je t'avoue qu'il y a certains jours où j'ai envie de rien faire. Donc, je pense que ça doit être un des côtés d'une petite dépression, on va dire. Non, qu'est-ce qui me fait garder la pêche? C'est les projets que je me donne, que je me fais. Celui de me soigner, celui de reprendre la musique. Qu'est-ce qui me fait garder aussi le moral? C'est j'ai un ami qui m'appelle tous les jours. Et il se reconnaîtra. Et c'est... Il m'apporte beaucoup. Alors justement, dans cet échange quotidien que tu as avec cette personne, est-ce qu'il vous arrive de parler ou d'aborder des sujets vraiment profonds, comme par exemple l'existence sur la Terre, quelle est sa place, pourquoi finalement je vis ça, pourquoi finalement je ne vis pas ça, pourquoi je subis ça? Est-ce que vous arrivez, oui, bien sûr, oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a des moments où on raconte des bêtises à en rire, et puis d'autres moments où on a des discussions sérieuses. Ouais, bien sûr, on aborde tous les sujets. Ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque le plus? Bon, tu vas me dire les relations humaines, de voir tes amis, etc. Ouais. Mais si aujourd'hui on disait voilà le confinement est levé, c'est terminé, quel serait le premier geste que tu mettras en application? Écoute, la première des choses, c'est de reprendre mes rendez-vous pour mes soins. Parce que là, c'est en stand-by. Vu que les hôpitaux ne reçoivent que les urgences, ils ne prennent pas de rendez-vous pour les examens, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, si tout allait bien, ce qui me manque le plus, ça serait de partir une semaine ou deux en Israël, voir un petit peu la famille. Et alors donc, pendant ce temps où tu ne reçois pas des soins, est-ce que toi tu as le sentiment est-ce que ta maladie progresse? Est-ce qu'elle progresse ou elle est stationnaire? Non, elle est stationnaire. Non, au contraire, j'ai perdu du poids là ces derniers temps. D'accord. Donc ça va un petit peu mieux déjà. Bon, elle progresse pas dans la mesure où
bon, je suis chez moi, je fais pas d'efforts. En fait, moi, ce que j'ai là, maintenant, on le sait, ce sont mes hanches qui sont usées. D'accord. Donc tu vas quoi? Tu vas avoir des... on va mettre des prothèses. On va te mettre des prothèses. Mais pour cela, il faut que peut-être que ton corps soit plus léger. Oui, absolument. Il faut d'abord que je passe par l'opération de réduction de l'estomac. D'accord. Hein, donc là, c'est pour ça que je suis en train de faire des examens. C'est pour cette opération-là. Et donc ensuite, on procédera à la pose de prothèses. Oui, c'est ce qui te permettra après de retrouver toute ta mobilité. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça va prendre du temps parce que je sais pas encore pour combien de temps j'en ai pour la première opération, mais c'est pas demain, ça c'est sûr. Et après, il va falloir attendre 6 mois avant de me réopérer pour poser une prothèse, parce qu'ils font pas les deux en même temps. Bien sûr. Et il faudra encore attendre 6 mois après pour me poser la deuxième. Tu vois, donc déjà rien que comme ça, on en est à 1 an et demi. Alors, pour conclure cette interview et puis te remercier j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Je ne sais pas si ça va te plaire, mais bien sûr. Tu pourrais peut-être une fois par mois, si tu en as envie, oui. Eh bien à travers Facebook, comme nous le faisons, finalement, eh bien donner peut-être un cours de basse à toutes les personnes qui suivent finalement notre site internet. Eh ben écoute, pourquoi pas, avec plaisir. Que, voilà, comme ça pourrait aussi, toi, te donner aussi un objectif. Et puis, donc tu pourrais, alors je sais pas, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, tout dépendra de ta volonté. Mais ça peut aussi te permettre, toi, d'avoir un objectif et puis peut-être aussi de te sentir moins isolé. Et puis peut-être d'avoir un objectif. Voilà, donc tu y réfléchis sereinement. Et puis si tu penses que ça peut t'intéresser, etc., bah écoute, dans ces cas-là, nous... L'idée est excellente, l'idée m'intéresse beaucoup. Ouais. Voilà, et donc après... Je vais voir comment je vais matérialiser ça. Voilà. Au niveau pédagogie. Hein, bien sûr. Après, c'est à toi de le faire. Tu branches ta webcam, nous, on se branche ici, on se connecte. Et comme là, tu es diffusé en direct sur notre site. Donc, on pourrait même faire, dans ce cas-là, moi, je vais te créer une bande-annonce bien spécifique à toi, à ce que tu vas faire. Et puis, ça serait donc ton générique, ton intro, et puis également ton intro de début, ton intro de fin. Et puis après, ça sera à toi. Je ne sais pas, peut-être de prendre une demi-heure ou 20 minutes, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas musicien, donc chacun son domaine. Et comme ça, tu pourrais peut-être donner des cours de basse. Eh bien, à ceux qui veulent... Peut-être des petits conseils, des choses... Bien sûr, ou même peut-être prendre un morceau, je sais pas lequel, et puis le décrypter. Voilà, c'est-à-dire que tu aurais une émission à toi d'une demi-heure ou de 30 ou de 40 minutes où tu aurais totale liberté de faire ça. Voilà, c'est pour le moment, c'est la seule chose que nous puissions te proposer. Parce que pour le reste, d'abord il y a la distance, etc. Mais dans l'immédiat, c'est ce qu'on peut faire pour essayer de garder ce lien. Voilà. Donc tu réfléchis, puis si ça te plaît, de toute façon on a nos numéros. On s'échange et puis après tu me dis quand est-ce que toi tu auras envie de le faire et puis avertis-moi quand même un peu avant pour que je puisse moi préparer. Voilà, que tu prépares la plage. La plage et puis également que je puisse également te préparer un jingle qui sera bien personnalisé pour... il faudrait que je fasse un bonjour comme ça. Voilà. Après, je sais pas, après c'est à toi de voir comment tu vas animer cette tranche musicale. Non, mais blague à part, avec plaisir. Voilà. Eh bien écoute, en attendant, Lev, je vais te dire, je ne sais pas si tu le fais, je vais quand même te dire Shabbat Shalom, puisque c'est... Bien sûr. Je ne sais pas si tu le fais, mais si tu le fais, tant mieux. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Moi non plus, je ne pratique pas. Il y a un petit message que je voudrais faire passer bien sûr. À tout le monde, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, et que vraiment je les remercie du fond du cœur à tous, parce que ça réchauffe. Eh bien, non seulement ça réchauffe, mais bientôt tu vas également les réchauffer, parce que ça, tu pourras le dire à tous tes amis quand tu auras ton émission, qu'ils pourront te suivre en direct sur notre site.
Voilà. Eh ben, écoute, avec plaisir, c'est Eh bien, super. en tout cas, Lev, merci, prends soin de toi. Et puis on se dit Merci très à bientôt. toi. Ben, je t'en prie. Écoute, si on n'a pas l'occasion de reparler avant, je te souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Ben, la même chose. Bon Pessah. Hein, bon Pessah. Voilà. Et que des bonnes choses. Exactement. Et surtout la santé avant tout. Absolument, absolument. Merci, Lev. À Prends soin de bientôt. toi. Prends soin de toi. À bientôt. Merci Richard, je t'embrasse. Moi aussi. Bonjour. Et bonjour Richard. Première question, Et comment vas-tu? bonjour à tous. Première question, comment vas-tu? Je vais bien, je suis sereine et je sens d'être plein d'énergie pour faire face à ce qui nous arrive. Comment tu vis toi le confinement? On sait que tu fais partie en même temps du corps médical et du corps enseignant. Est-ce que tu as le droit, par exemple, de sortir pour donner des cours ou pour voir même tes patients? Comment ça se passe finalement et comment toi tu le vis? Alors, en tant que professeur, je suis professeur d'histoire-philosophie dans un lycée dans la province de Naples. J'étais déjà connectée, disons, avec mes élèves parce que je suis pour la technologie, parce que la technologie nous a aidés dans ce moment. Et donc, nous étions déjà tous inscrits sur des plateformes digitales comme WeSchool ou Google Suite. Et donc, ça a été pour moi facile. Moi, j'étais la première prof à se mettre en contact avec les élèves avant que le ministre de l'instruction en Italie nous disait que c'était important de faire ce didactique à distance. C'est ça la formule utilisée en Italie, formule que je n'aime pas du tout parce que, au contraire, grâce à la technologie, nous sommes en train de... nous sommes en contact. C'est une didactique de proximité, pas de distance, de proximité. Donc, j'ai eu la possibilité tout de suite de mettre en contact avec eux, soit pour partager nos vécus. Et puis, en tant qu'enseignant, je me suis rendu compte de la grande opportunité de pouvoir faire saisir comment la culture est importante pour lire et comprendre la complexité de notre réalité et donc de donner une perspective fort et intéressante pour utiliser nos utiles philosophiques, les instruments des disciplines que j'enseigne pour comprendre et réagir avec rationalité à ce qui nous est arrivé. Et donc nous avons abordé différentes questions historiques et philosophiques. Et je suis très très contente parce que les élèves, c'est grâce à eux, à leur capacité d'utiliser ces moyens digitaux que nous avons pu continuer à faire école. Et maintenant, toutes les écoles d'Italie fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on a des moments dans lesquels on fait des vidéoconférences, des moments de didactique synchroniques et d'autres asynchroniques. C'est-à-dire qu'on envoie sur ces plateformes des documents, des vidéos et puis des tests. Le problème, c'est comment le valider. Bon, ça, on va le voir. Pour ce qui concerne ma profession, disons, ma position d'analyse, je suis psychanalyste. Et bien, au début, j'ai continué à voir mes patients. Et puis, on a eu des lois plus restrictives. Et certains patients ont été multés, arrêtés, et parce que les gendarmes n'ont pas considéré comme cas de nécessité le fait d'avoir des thérapies, de continuer leur thérapie. Mais ça n'a pas empêché de continuer à l'entendre. Et donc, moi, que je n'avais jamais fait cette expérience, je pensais que les téléphones, plutôt que Skype, c'était un moyen
utile et je dois dire que moi je me suis surprise de voir que ça a fonctionné, dans le sens que a fonctionné parce qu'il y avait déjà un transfert avec mes patients et je peux vous dire que avec mon étonnement ou surprise, j'ai vu que des patients qui avaient des inhibitions ont dépassé ça, sont changés. Donc, le fait qu'on s'est confronté à ces réels, à la mort comme finitude, à la mort comme faisant partie de la vie, ça fait réfléchir beaucoup de gens et qui ont pris sont en train de penser différemment à leur vie. Ça est vraiment important. Et je t'avoue que j'étais en train de lire une homélie, une interprétation d'une page de l'évangile de Saint Jean par un père Colombani qui m'a envoyé des amies françaises et que je trouve formidable, c'est-à-dire qu'on doit prendre, et moi en tant soit comme enseignant et soit comme analyste, je pense vraiment que c'est une opportunité pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, donc pour changer et pour continuer à croire. Alors, tout à l'heure, tu parlais justement de ta relation avec tes patients. Est-ce que tu as essayé de mettre en place, par exemple, avec tes patients, des vidéoconférences ou des séances par Skype ou WhatsApp? Est-ce que c'est quelque chose que finalement que le patient est prêt à accepter? Si on sait que même quand on est dans une crise ou quand on est dans une recherche ou quand on est dans une espèce de recherche d'équilibre mental, qu'on est prêt à tout. Parce qu'on sait que le psy ou l'analyste est important, puisqu'on sait que c'est lui qui nous aide finalement à trouver des solutions à nos problématiques. Est-ce que tu as essayé de mettre en place cette approche ou tu penses plutôt qu'il est préférable d'avoir le patient en face de soi pour garder justement ce contact humain? Alors, comme je viens de te dire, oui, je me suis, disons, adaptée. Je pensais que c'était important de rester en contact. Donc, j'utilisais plutôt que Skype pour les vidéoconférences, d'utiliser les téléphones. Pourquoi les téléphones? Parce que je crois que la voix, c'est importante. En tant qu'analyste et surtout avec mes patients, c'est important surtout ce qu'on dit. Pas l'image. En tant qu'analyste, on fait allonger les patients, donc on soutrait sa propre image pour donner plus d'importance à ce qu'on dit. Et alors, avec mes patients par téléphone, même si eux-mêmes me disaient, mais docteur, c'est un peu absurde, moi, à la maison, je ne peux pas vous appeler parce que je suis en famille ou des femmes qui se trouvent dans des conditions vraiment difficiles avec leurs partenaires, elles ne pouvaient pas parler. Donc, ils ont trouvé un espace pour eux sur la terrasse, sur les balcons, où quelqu'un aussi est descendu dans les box de son propre garage et en voiture, là, ils m'ont parlé. Et l'effet a été, quand je t'ai déjà dit, surprenant pour eux, pour moi. Je ne sais pas quels seront, puis à longtemps, les effets de ce type de communication. Ce n'est pas une communication, mais des relations. Je ne me pose pas pour l'instant ce problème. Pour l'instant, je réponds pour garder ces transferts. Alors, on va parler aussi un peu du confinement. L'Italie, on sait, depuis quelque temps, a été le premier pays où il y avait eu plus de cas. Comment toi tu le vis et est-ce que dans tes relations proches, est-ce que tu as eu par exemple des personnes touchées par le coronavirus? Alors heureusement non. Je suis, préoccupée parce que mon frère est chef aux urgences dans une ville dans ma région, donc en première ligne, et dans les combats au coronavirus.
disons que, heureusement, moi je vis près de Naples, dans le sud, nous n'avons pas disons, les effets néfastes du comptage quand on a eu au nord. Je dis heureusement parce que le Sud n'a pas les structures et les moyens pour faire face à cette infection. Mais je dois dire que je suis heureuse de vivre dans cette région, dans ces moments, parce qu'on a eu un politicien, notre président de la région, qui s'appelle Vincenzo De Luca, qui est un homme simple, mais qui a su interpréter, parce que les politiciens doivent faire ça, interpréter les exigences, les peurs, les angoisses de la population. Eh bien, il a fait. Alors, oui, je te disais que je suis contente du fait que notre président de la région a su, en tant que politicien, interpréter bien les peurs et les angoisses de la population. Et donc, il a pris des mesures des restrictives fortes pour assurer que la population napolitaine respecte la quarantaine. Évidemment, il y a des problèmes. Il a aussi décidé et demandé de faire intervenir les militaires. Il a fait des demandes d'être soutenu du point de vue des moyens comment dire, pour avoir dans notre hôpital les tampons et tous les masques qui nous manquent. Il a su, selon moi, faire face à cette difficulté avec décision. Et ça a aidé beaucoup la population. Au point qu'il est devenu aussi fameux parce que Naomi Campbell a, disons, partagé sur Instagram sa photo en vidéo de notre président de la région, une vidéo dans laquelle il menaçait d'envoyer les carabiniers et les gendarmes avec les lance-flammes, ainsi qu'il pensait qu'il pouvait continuer à vivre une vie normale, organisée, à faire la fête, parce que ça est arrivé dans ma région, des gens qui ont organisé des fêtes ou ont organisé aussi des messes, et donc ils ont bu dans le même verre et se sont contagiés. Et bon, il a dû utiliser des moyens forts pour se faire entendre. Alors pour ceux qui justement pensent que les Napolitains ce sont des gens qui font tout et n'importe quoi, et bien finalement, cela prouve aussi que les Napolitains sont si capables de respecter des consignes, de se mettre en quarantaine. Mais effectivement, toi tu vis pas très loin de Naples. Comment tu vis le confinement, par exemple, au niveau des courses? Est-ce que tu peux sortir pour faire tes courses? Ou alors c'est comme en Chine, où il y avait un confinement total et c'était des gens qui venaient vous faire la course. Comment finalement, toi, tu le vis au quotidien, ce confinement? Alors au quotidien, moi je vis seule et mes parents vivent à 20 km de chez moi et sont âgés. Je suis préoccupée. Alors pour ce qui concerne les courses, j'y vais une fois par semaine, mais j'ai décidé moi de vider tout ce que j'ai à la maison. Et quand il est nécessaire, je sors. Je sors pour les fruits surtout, les légumes verts. Mais pour le reste, je me débrouille avec ce que j'ai. Et pour moi, c'est mes parents qui sont loin. Et une soirée, ma mère a été angoissée, elle avait la toux. Elle a appelé les médecins, mais non, elle n'a pas appelé les médecins, mais elle est sortie pour aller se faire voir. Et les médecins l'a visité, mais après, elle ne savait pas comment utiliser un nouvel médicament spray pour l'asthme.
elle est asthmatique, donc j'ai dû aller la voir et je suis sortie avec une autre certification qui démontrait que j'étais dans une nécessité de bouger. Donc je ne sors jamais. Dans le cas de nécessité, j'ai cette auto-certification que je décharge chaque jour par Internet parce qu'elle change chaque jour. Et c'est terrible. Mais je suis très respectueuse parce que je pense que c'est important d'être chez soi, tout le monde, pour respecter la quarantaine. Et c'est seulement si tous ensemble respectons cette quarantaine, on peut avoir la possibilité d'en sortir. Est-ce que on sait par exemple en France que tous les jours à 20h, tout le monde se met à son balcon et applaudit pour justement remercier les infirmiers, les pompiers, les gendarmes qui sont en première ligne. Est-ce qu'en Italie, vous avez à peu près le même comportement ou pas du tout? Comment finalement vous remerciez les infirmiers, les pompiers, les carabiniers, parce que ce sont eux qui finalement sont en première ligne? Oui, c'est de la même façon. Et puis, les Napolitaines se distinguent soit pour l'ironie, soit parce que il y a une traduction séculaire de la chanson napolitaine. Donc, on a fait des concerts sur les balcons et des moments de réflexion et aussi des messes, des prêtres qui sont montés sur des bâtiments et ont fait avec des autres parleurs la messe. Aussi, il y a d'autres types d'initiatives comme par Facebook, par Internet, de soutenir économiquement nos médecins parce qu'à Naples, il y a un médecin qui travaille dans un hôpital. Il est virologue et il est en train, depuis un peu de temps, de faire des études et recherches sur des patients avec un médicament. Et donc, il est soutenu économiquement grâce à ce fonds qui quelqu'un a voulu lancer pour l'aider. Même s'il y a eu une polémique vraiment idiote entre un autre médecin du Nord contre ce médecin de Naples. Mais il y a des choses terribles qui arrivent, des embis entre aussi des dites chercheurs qui n'ont pas de scrupules de dire des choses qu'il faut pour se faire voir, pour avoir des moments de succès. Ben écoute, est-ce que tu aurais toi envie d'ajouter autre chose concernant le confinement que tu vis à Naples? Mais c'est vraiment ça, de prendre ce moment difficile pour tous comme une opportunité pour réfléchir sur ce qu'est la vie et de faire des lectures qu'on a un peu abandonnées, soit la Bible, soit les grands écrivains. Vous avez Jean Genon, par exemple, L'Hussard sur les toits, qui est important parce qu'il est... il s'agit d'une histoire pendant le 19e siècle, quand il y avait la peste aussi. Et donc, de prendre inspiration par les mots qui d'autres nous ont transmis et qui nous ont donné confiance. Et ben, en tout cas, Rosa, merci. Et puis, écoute, prends soin de toi, parce que c'est surtout ça l'essentiel. Et puis, oui. On te laisse bien toujours dans cette quête personnelle de recherche et de se poser les vraies questions et d'aller à l'essentiel de notre propre vie. En tout cas, merci et puis à bientôt. Et puis tu peux, quand tu le veux, si tu as des nouvelles, si tu as envie de nous donner des nouvelles de Naples, nous sommes ouverts pendant tout le confinement de 14h à 16h, donc tu peux nous appeler pour nous donner des nouvelles. D'accord, merci à vous. Eh ben, merci. Et courage. Et à bientôt. Au revoir. Alors, nous sommes en ligne avec
Sandrine, donc bonjour. Première question, c'est Bonjour Richard. comment allez-vous? C'est la première question que l'on pose à tous les intervenants, c'est votre état de santé, comment est-il? Il est bon, je vous remercie. Ça va, je tiens le cap. Alors comment vivez-vous votre confinement? Alors au départ, pas très bien en fait, parce que j'écoutais beaucoup les actualités et je me suis laissé envahir par des peurs et quelques angoisses. Et voilà, donc ça m'a pas fait du bien en fait. Hein. Ensuite, je me suis dit je vais pas me laisser avoir par tout ça. Enfin, je me tiens informée de l'actualité de toute façon, mais c'est vrai que je suis moins en boucle avec les actualités. Ah bah donc, de toute façon, les actualités de pause obligatoire, donc je vais utiliser cette pause pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire en fait. Quoi par exemple? Alors par exemple, là j'ai créé une chaîne YouTube. Donc Sandrine Asensio, ça c'est mon adresse mail, gmail.com, et en fait j'ai créé 2 méditations pour aider les personnes confinées, enfin tous ceux qui ont besoin de retrouver un apaisement, retrouver la confiance. Voilà, donc je me suis dit je vais utiliser mes compétences d'hypnothérapeute et mettre 2 méditations sur YouTube pour aider ceux qui en ont besoin. Je pense qu'on en a grandement besoin en fait. Comment justement vous est venue cette idée de mettre cette chaîne YouTube? Pour vous c'était une nécessité, mais en même temps est-ce que c'est un service rendu aux autres, mais est-ce que c'est également finalement un service que vous allez vous rendre également à vous-même parce que vous en aviez besoin? Alors j'entends pas très bien, le son il est pas très fort en fait, le mien il est à fond, oui. Et je vous entends pas très bien Richard. Donc je vous posais la question suivante, est-ce que le fait d'avoir lancé cette chaîne YouTube, est-ce que c'était aussi pour rendre un service aux autres, mais également est-ce que c'était aussi pour vous une forme d'enlever une partie de votre stress? Ah, bonne question. Alors en fait, d'abord c'était orienté vers le collectif en fait. Je me suis dit, comme j'ai expérimenté la peur au début du confinement, je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Donc c'est vrai que je fais des méditations régulièrement et je me suis dit je vais utiliser cet outil que je connais qui est la méditation. Bon, je fais de l'hypnose aussi. Pour le collectif, pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en fait et de me sentir utile pour les autres en fait. Alors et donc et la réalisation de ces 2 chaînes, de ces vidéos, vous les avez mises en ligne, elles sont déjà en ligne, est-ce qu'on peut les consulter ou pas? Oui, vous pouvez les consulter en tapant Sandrine Asensio. Et A2SENCIO, et il y en a 2 en fait, une sur retrouver l'apaisement intérieur et la confiance en soi, et la deuxième que j'ai faite hier c'est sur les peurs en fait, se libérer des peurs, car en ce moment les peurs sont grandes et elles sont très contagieuses en fait, donc ces peurs c'est vrai qu'elles sont nécessaires quelque part parce qu'il faut qu'on se protège. Quand on sort, si on doit faire des courses, on doit se protéger. Et c'est important de le faire. Maintenant, il ne faut pas se laisser envahir. Donc c'est pour ça que je me suis dit ces méditations vont être utiles et j'avais envie de me sentir utile. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres vidéos en préparation? Et pourquoi avoir choisi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes-là et pas d'autres thèmes? Est-ce que c'est lié au confinement et à ce que ça suscite chez vous? Exactement, parce que je pense que c'est d'actualité à un moment où on est tous dans des peurs. Les actualités annoncent des chiffres qui sont quand même importants de décès et dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est le moment, je pense, de retrouver un calme intérieur et pour pas se laisser envahir en fait par tout ça en fait. Et je pense que c'est là-dessus que, enfin moi en tout cas j'ai envie de travailler et je me dis j'ai envie de proposer ça à ceux qui veulent. Donc c'est évidemment accessible à tout moment. Si les personnes ne se sentent pas bien, je pense que ça peut être intéressant
qui utilisent ces méditations. Moi, j'en ai fait une ce matin, celle des peurs, et c'est vrai que c'est efficace. Enfin, voilà, je trouve. Alors, ça peut aider. Combien de temps durent les vidéos que vous préparez? Alors, 13 minutes. Et vous pensez qu'en 13 minutes, c'est suffisant pour justement rentrer dans un état plus calme, plus serein et refouler ou évacuer les peurs ou le stress? Alors après, je dis pas que c'est du 100%. Hein. C'est sûr qu'il faut. C'est un travail de quotidien de travailler sur ses peurs, mais ça aide. Alors après, à chacun, selon la sensibilité de chacun, les résultats, c'est en fait la sensibilité, la préparation à ce type de méditation. Il y en a qui sont très réceptifs. Ça va aider à mieux dormir. Et si ça apporte un calme pendant quelques heures, déjà, c'est pas mal. Et les prochaines vidéos, est-ce que vous avez déjà des thèmes sur lesquels vous allez travailler et que vous allez mettre en ligne concernant ce confinement? Oui, alors là je vais en préparer une autre par contre là c'est sur la Terre et l'humanité. Essayer d'envoyer et de visualiser la Terre autrement que comme elle est actuellement. Et voilà, ce sont des visualisations en fait, positives pour essayer de se faire du bien, de faire du bien à l'humanité. Alors, quand vous dites cela, quelle est votre approche et quelle est votre vision de la Terre actuellement? Alors, oui, c'est une grande question. Pour moi, la Terre est malade de tout ce qu'on lui a infligé, enfin l'humain, par le fonctionnement, enfin disons financier qui est démesuré, qui rend difficile l'humanité en fait, les échanges qui sont les échanges internationaux, je pense, par rapport au transport qui sont excessifs. Enfin, je pense que la Terre est malade. Moi, c'est mon avis. La Terre est malade et ce confinement bénéficie à la Terre pour pouvoir respirer davantage. Il y a des animaux qui en bénéficient, enfin, comme comment dire, en Italie, je pense à Venise, voilà. À Venise, les poissons ils sont revenus dans la lagune, en fait. Ça veut dire quand même que la pollution diminue, donc en fait, par cette activité qui est au ralenti, qui est même figée, en fait. Donc ça profite à la Terre. On voit les résultats sur la couche d'ozone, sur la respiration. Voilà, je pense que la Terre est malade et là, cette pause, elle était nécessaire. Quelque part, peut-être. Alors, revenons un peu à votre chaîne YouTube. Vous avez profité de ce moment de la vie pour mettre en vidéo. Est-ce que vous gardez, avec les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler au quotidien, peut-être dans des approches diverses et variées et peut-être très personnelles, est-ce que justement vous utilisez la technologie pour échanger avec les personnes qui gravitent autour de vous pour leur continuer à leur prodiguer vos méthodes de relaxation, peut-être même voir de modes de pensée? Et non, voilà, c'est ça la nouveauté, tout à fait, c'est parce que ce confinement, avec les séances d'hypnose, enfin là ce sont des méditations, mais je peux proposer également des séances d'hypnose par Skype. Et habituellement je fais des séances d'hypnose en direct, donc en live, mais pas par le biais d'internet en fait. Donc ça c'est la nouveauté et c'est ça que je propose, donc un premier rendez-vous par Skype pour savoir l'intention de la personne. Donc l'hypnose, ça peut être pour la confiance, comme là les méditations. Ça, ce sont des méditations. C'est pas vraiment des hypnoses que je propose sur Internet. Ça annonce un peu l'hypnose derrière, mais c'est des micro-séances, la méditation que je propose. Et en fait, oui, c'est tout à fait nouveau pour moi. Cette chaîne YouTube et cette possibilité de faire des séances d'hypnose par Internet avec Skype et ensuite se retrouver pour la séance avec la personne
Donc sur l'objectif qu'elle souhaite, c'est des problématiques très très vastes en fait. Ça peut être de la confiance en soi jusqu'à le désir de maigrir. C'est très vaste. Ça peut être des phobies, ça peut être tout type de problématiques. Prendre des choix, faire des choix, une orientation professionnelle, un examen, savoir maîtriser ses peurs. Augmenter son potentiel, c'est très très vaste, les possibilités en hypnose. Et donc voilà, c'est nouveau, c'est tout à fait nouveau pour moi. Et est-ce que à la fin du confinement, est-ce que vous allez poursuivre dans la réalisation de vidéos que vous allez poster sur votre chaîne YouTube, ou vous pensez qu'une fois que le confinement sera terminé, que votre chaîne YouTube finalement va cesser? Non, en fait je vais continuer. Je vais continuer de mettre d'autres méditations qui seront utiles à ceux qui en auront besoin. Et non, je continuerai. C'est vrai aussi, je continuerai à faire des séances d'hypnose par Internet, par Skype, et ensuite un premier rendez-vous par Skype, comme je disais, un deuxième, on fait la séance ensemble. Et je peux même envoyer la séance ensuite à la personne par WeTransfer. Et comme ça, la personne peut à tout moment refaire cette séance autant de fois qu'elle souhaitera. Alors une séance d'hypnose, quelle est la durée à peu près? C'est quoi? C'est une demi-heure, 40 minutes, 40 minutes à peu près, d'accord. 40-45 minutes. Donc là, ce que je propose, c'est des méditations qui durent que 13 minutes. C'est alors comment faites-vous justement pour réaliser une méditation de 13 minutes, parce que c'est un peu court. Est-ce que c'est finalement c'est le format YouTube, ou c'est le format que vous-même vous avez choisi parce que vous pensez qu'au-delà de 15 minutes, ça devient peut-être trop long, etc. Alors exactement, c'est vrai que c'est le format YouTube, parce qu'au départ j'en avais fait des plus longues et c'était très lourd à charger et c'était pas possible par YouTube. Quand ça dépasse 15 minutes, c'est plus compliqué en fait. Il faut que j'installe une application qui permet de compresser la vidéo. C'est assez compliqué. Donc du coup, j'ai refait la séance en 13 minutes. C'est le format YouTube qui me contraint à cette vidéo en fait de moins de 15 minutes. C'est vrai que ça serait mieux un petit peu plus longtemps. Mais bon. Alors, des personnes autour de moi ont expérimenté les deux méditations. Elles ont été satisfaites. Elles disent qu'elles ont mieux dormi, que ça les a apaisées. Après, c'est vrai que je peux pas dire en une séance toutes les peurs s'effacent complètement. Toutes les peurs liées à ce confinement et à cette crise, ça serait super, mais bon, ça allège, ça fait du bien en fait. Alors, pour terminer cette intervention, est-ce que vous auriez envie de parler de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Ce que vous aimeriez développer, voilà. Écoutez, ce qui me tient à cœur, c'est que la planète guérisse par des pensées positives et d'amour, et aussi que les liens entre les humains soient plus forts, plus stables, et qu'on se tourne vers les autres en fait, plus que ce qu'on l'a fait actuellement, et que les liens de qualité et la santé, c'est pour moi les deux priorités, et ça me tient à cœur. Je pense que les liens sont très importants actuellement, d'avoir des liens de qualité, et aussi la santé, on s'en rend bien compte que sans elle, on ne fait pas grand-chose. Donc ça, c'est vrai que c'est les deux thèmes qui me tiennent à cœur, et pour moi, c'est plus important, ce sont la santé et les liens. Eh bien, en tout cas, Sandrine, merci de nous avoir fait part de votre investissement, et puis surtout de la création et du lancement de votre chaîne YouTube. Alors, peut-être nous rappeler l'adresse de votre... c'est Sandrine Asensio, A-2-S-E-N-C-I-O. Voilà. Exactement. Mais merci, Richard. Merci à tout le monde. Et puis, alors, à bientôt. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et de Laurent. Merci. Vous aussi. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.